Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique Flash Actualité du podcast Experts en Changement, le nouveau podcast donc du CK, le centre de formation de la profession comptable en Nouvelle-Aquitaine. Je suis Pierre Mangarin et je suis en compagnie de Nicolas Sussan. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, référent technique pour notre collection au catalogue Mission d'expertise comptable. Vous êtes spécialisé en conseil fiscal et en organisation de groupes de sociétés. Merci LinkedIn. Et j'ai vu que vous étiez aussi vice-président de la commission fiscale au Conseil national de l'ordre. Absolument. C'est juste ? C'est juste. Ok. Alors, pour cette actualité, on a un sujet sur... Je prends mon papier. La remise en cause du taux d'impôt sur les sociétés de 15% des sociétés d'un groupe à régulariser avant le 20 mai 2026. Si je lis mon petit point impôt.gouv, en application de la décision du Conseil d'État du 13 mars 2025, l'administration fiscale invite les entreprises membres d'un groupe, intégré ou non, qui auraient bénéficié à tort du taux d'IS de 15%, à déposer des déclarations rectificatives avant le 20 mai 2026. On voit que je connais parfaitement mon sujet et que je ne lis pas mon texte. Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, en fait, cette communication qui a été faite par l'administration fiscale, elle fait suite donc à un arrêt qui est assez méconnu, qui a été rendu par le Conseil d'État en mars 2025 et qui vient un petit peu remettre en cause ce qu'on pensait tous savoir sur l'application du taux réduit aux PME. Donc pour rappeler un petit peu le dispositif, c'est codifié à l'article 219.1 du Code général des impôts. On a des précisions et on nous indique en fait qui peut bénéficier de ce taux. Donc pour rappeler un petit peu les règles, on nous dit, eh bien voilà, ce sont des sociétés d'abord dont le capital est entièrement libéré. Ce sont des sociétés qui vont réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. C'était jusqu'en 2021 7 630 000, mais aujourd'hui c'est 10 millions d'euros. Et ce sont des sociétés qui doivent être détenues à 75% au moins par des personnes physiques. Donc ça, ce sont des règles qu'on a bien en tête. On a bien en tête aussi le fait qu'on a le droit à un niveau d'interposition, c'est-à-dire que si ce sont pas des sociétés, ce sont pas des personnes physiques qui détiennent la société, cela peut être une société holding, mais cette société holding, elle devra à son tour respecter les mêmes conditions, capital entièrement libéré, détention à 75% par des personnes physiques et chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Voilà. Et on sait aussi qu'on n'a droit qu'à un seul niveau d'interposition. C'est pour ça que quand on constitue des groupes, on fait très attention à pas avoir la grand-mère, la mère et la fille, ou la mère, la fille et la petite-fille. On veille à avoir, dans la mesure du possible, un seul niveau d'interposition pour pouvoir bénéficier de ce taux. Voilà. Alors, ce qui vient compliquer un petit peu les choses, c'est que de temps en temps, eh bien, on a l'intégration fiscale qui se mêle à tout ça. Alors, l'intégration fiscale, depuis 2020, elle passe un petit peu de mode, mais on a toujours des groupes intégrés. L'inconvénient, c'est que quand on a un groupe d'intégration fiscale, eh bien, on ne va bénéficier qu'une seule fois si on respecte les conditions de ce taux réduit pour l'intégralité du groupe. C'est pour ça que de temps en temps, eh bien, on a des groupes un petit peu hybrides avec une société mère qui va être une tête d'intégration fiscale, qui va avoir un certain nombre de filiales qui sont intégrées fiscalement, et puis à côté de ça, des filiales qui ne sont pas intégrées fiscalement. Alors, la question qui se pose, c'est comment doit-on apprécier le chiffre d'affaires de la société mère ? Alors, l'administration l'a dit, mais c'est écrit dans l'article 219. Quand on regarde le chiffre d'affaires de la société mère, on va regarder le chiffre d'affaires de la société mère toute seule, plus les autres sociétés qui constituent le groupe d'intégration. Et là, il y a un risque qu'on franchisse le seuil. Et si on franchit le seuil, eh bien, on va se trouver avec la totalité des sociétés, les intégrées, les non intégrées et la mère, bien sûr, qui seront privées de cet impôt au taux réduit. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'était en 2013, c'est un arrêt qui est passé un petit peu inaperçu. C'est un arrêt qui était rendu par la Cour administrative d'appel de Nantes. C'est un arrêt qui s'appelle SCI du Taureau. Ça pourrait être un arrêt de Pampelune ou de Bayonne, voilà. Et donc, dans cet arrêt, eh bien, ce qui s'était passé, c'est que la Cour administrative d'appel de Nantes a dit, ben voilà, pour vérifier si on remplit les conditions, on regarde le chiffre d'affaires du groupe d'intégration qui est représenté par la mère, et si on est au-delà de 2 millions, eh bien, pas de bénéfice pour les autres filiales du régime d'intégration fiscale, même si elles ne sont pas intégrées fiscalement. Eh bien là, on a un petit peu la même histoire qui s'est reproduite.
on a le Conseil d'État qui a été amené à trancher une situation. Donc, il a tranché, bien sûr, dans le même sens que l'avait fait il y a quelques années la Cour administrative d'appel de Nantes. Mais le sujet, c'est que le Conseil d'État a dit plus que ce qu'avait dit la Cour administrative d'appel de Nantes. Pourquoi ? Parce que la société, qui était un petit peu irritée d'avoir été redressée, eh bien, elle a dit la chose suivante. Elle a dit, écoutez, je trouve que vous maltraitez les groupes d'intégration fiscale. Je trouve que les groupes d'intégration fiscale ne sont pas traités de la même façon que les sociétés ordinaires, et il y a un problème d'égalité devant l'impôt. Et donc, dans ce genre de cas, on demande au Conseil constitutionnel de trancher. Et pour ça, ils avaient demandé ce qu'on appelle une QPC, et le Conseil d'État a refusé de transmettre la QPC, et le Conseil d'État s'est prononcé. Et qu'a dit le Conseil d'État ? Il a dit, eh bien, en réalité, l'intégration fiscale, c'est un faux problème. Désormais, quand vous voudrez voir si vous êtes une PME filiale qui a droit au régime de l'impôt taux réduit, il faudra regarder le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés détenues par la mère, parce que en réalité, c'est un dispositif d'aide aux entreprises. Ce qu'on veut aider, ce sont les petites entreprises par rapport à des entreprises qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, si on est une petite entreprise dans un énorme groupe, on a la puissance de l'énorme groupe et on ne doit pas pouvoir bénéficier de cet impôt auto-réduit. Et c'est un petit peu ce qu'avait proposé comme conclusion le rapporteur public, et le rapporteur public a été suivi. Et donc désormais, ce qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir bénéficier de l'impôt auto-réduit, il faut et remplir la condition soi-même de chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, mais aussi que le chiffre d'affaires constitué par l'ensemble des sociétés du groupe, intégrées et non intégrées, soit inférieur à 10 millions d'euros. Vous avez un tout petit exemple chiffré ? On fait un tout petit exemple chiffré. On prend un groupe qui va comprendre une société holding et puis 9 filiales. Jusqu'à présent, eh bien, on pouvait bénéficier peut-être, compte tenu des règles, on pouvait penser qu'on allait bénéficier 10 fois au total de ce régime. Donc, on va avoir chaque année 42 500 d'économies multipliées par 10% d'économies, l'écart entre 15 et 25%, ça fait 4 250 euros. Par 10 sociétés, ça fait 42 500. Eh bien, si compte tenu de ce problème de seuil s'est remis en place, eh bien, l'administration fiscale va demander un remboursement de 42 500, multiplié par 3 ans, puisqu'ils vont rappeler 2023, 2024 et 2025, et ça fait des sommes qui sont des sommes particulièrement importantes, puisqu'il va falloir ajouter, bien sûr, un petit peu de pénalité de retard, et donc ça représente des sommes importantes. Voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y aura de nouveaux contentieux. Donc là, je ne suis pas devin, je ne peux pas deviner. Certains prétendaient qu'ils allaient continuer à se battre sur la base de la doctrine administrative, qui n'était pas très bien rédigée peut-être. Mais toujours est-il que l'administration fiscale a pris les devants, et elle dit très gentiment, écoutez, si vous régularisez spontanément avant le 20 mai, eh bien, on ne vous appliquera pas les pénalités. Quel impact cette décision elle peut avoir sur les stratégies maintenant de détention ? Est-ce que ça remet en cause un petit peu ce principe de filiale ou pas du tout ? Alors, ça peut remettre en cause cette question de filiale, mais ça peut surtout vouloir dire que peut-être qu'il faut essayer de se structurer en constituant des groupes différents, pour passer un petit peu en dessous des mailles du filet. Ok. Et vous, en tant qu'expert comptable, quelle posture vous recommanderiez aux autres cabinets dans leur communication à leurs clients, dans la gestion des dossiers, par rapport à cette nouveauté ? Je crois qu'effectivement, il faut prendre les devants le plus rapidement possible. Il faut d'abord, la première chose, c'est identifier les clients qui sont concernés. Donc en général, on peut identifier dans un portefeuille client quels sont les groupes et puis quelles sont les sociétés qui constituent ces groupes, pour essayer effectivement déjà de chiffrer, d'avertir les clients et puis de leur dire, voilà, il y a quelque part une évolution de la jurisprudence, une évolution de l'analyse, et compte tenu de cette évolution, malheureusement, il semble possible que vous ayez droit, malheureusement, à cette majoration. Donc, je crois qu'il faut, pour le moins, informer les clients et leur proposer de régulariser spontanément, bien sûr, cette situation. Et si on n'a pas la trésorerie pour solder immédiatement cette majoration, comment on fait ? Il faut demander des délais. Il faut demander des délais parce que il faut négocier avec l'administration parce que si vous vous manifestez spontanément,
normalement, on va vous accorder des délais, et voilà, parce que vous êtes un contribuable de bonne foi. Donc c'est un petit peu dans la veine de la loi ESSOC, hein, c'est la société de confiance, et donc normalement l'administration fiscale devrait comprendre. Ok. Un mot de conclusion peut-être face à cette actualité, sur les postures à aborder? J'ai juste le petit regret que ce délai tombe le 20 mai. Le 20 mai, c'est un délai quand même qui est un délai pour lequel c'est très court, et puis c'est le délai où on souscrit tout un ensemble de déclarations professionnelles. Donc c'est une communication qui a été faite assez récemment, hein, et donc cette communication, j'ai pas la date ici, mais c'est vraiment avril. Voilà, 24 avril. 24 avril pour le 20 mai, c'est laisser moins d'un mois aux gens pour se retourner en pleine période fiscale. C'est quand même un petit peu dur. Je crois que l'administration fiscale serait inspirée de laisser un délai de grâce supplémentaire. Il me semble que le 30 juin aurait été quelque chose de plus raisonnable. Un message de courage donc aux entreprises et aux cabinets qui les accompagnent. Et oui, parce qu'effectivement, il faut déposer des déclarations rectificatives, c'est quand même une contrainte. C'est beaucoup de bazar. Bazar, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. À bientôt pour un nouveau flash. Merci, à bientôt. Merci.